Je veux voir le bonheur dans chaque œil de chaque spectateur. Il faut que tu respires. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous, des gentils, des doux. Et si on considérait que l'économie sociale et solidaire, c'est celle de demain, et que l'engagement, c'est la vie et la norme, celle qu'il faut changer. Pour changer la norme, justement, il faut commencer par se parler et par en parler normalement. Je suis Flavie Després, je suis la directrice associée de Care News et depuis 4 ans, je rencontre celles et ceux que l'on appelle des acteurs de l'engagement. Ils en ont fait une reconversion, ou leur carrière, dans la création de valeurs, les vraies, celles qui respectent l'environnement, la santé, la cohésion sociale et territoriale. Pourtant, ce sont des gens normaux, ce ne sont ni des bisounours, ni Gandhi, ni des danseuses du président, ni des militants zadistes. Ils ont des coups de génie et des coups de blues, ils gèrent de l'humain, salariés, bénévoles, clients, investisseurs, ils suivent des objectifs et font régulièrement les comptes. Ils ont des amis, des amours et des emmerdes. Ils s'appellent Fred, Lucie, Jean, Joséphine, Maud, Sylvain et ce sont, comme beaucoup d'entre nous, des acteurs de l'engagement. Mon engagement, à moi, c'est de leur parler normalement et de leur poser les vraies questions, d'en changer la norme. Changer la norme, pour la plupart des gens, c'est faire de la tech for good ou bien de l'insertion. Mais changer la norme, c'est surtout faire les choses différemment et cela touche tous les secteurs. Même ceux auxquels on ne pense pas spontanément, ceux qui ont l'air moins glamour, moins bankable et qui sont pourtant cruciaux. Aujourd'hui, on va changer la norme dans la Silver Economy en rencontrant Thibaut de Saint-Blancard. Thibaut, vous êtes l'un des cofondateurs de À l'Envie, qui est une entreprise sociale d'accompagnement à domicile. Votre différence, c'est que vous revalorisez les métiers et les personnes qui les exercent auprès d'une part croissante de la population, celle des personnes âgées. À l'Envie, c'est aussi un très bon élève de l'économie sociale et solidaire. Vous avez vraiment joué le jeu, vous êtes au bord du move, vous avez une gouvernance partagée. Et puisqu'on est là pour changer la norme, on va parler du côté économique, puisque vous affichez vouloir faire 100 millions de chiffres d'affaires dans 7 ans, l'âge de raison. Je suis ravie de vous recevoir pour changer la norme sur un sujet dont on parle finalement assez peu et dont on ne connaît que peu les rouages, sauf à être concerné de très près. Alors merci Thibaut et bonjour. Bonjour Flavie. Vous allez bien ? Très bien, super. Bon, alors vous venez de terminer le levée de fonds, vous devez être en forme ou lessivé ? Un peu les deux, ouais. On est un peu fatigué, mais on est très très motivé par tous les projets qui s'annoncent. Vous avez un business qui est assez original, c'est-à-dire qu'on a des entrepreneurs et on en aura certainement plein toutes les semaines. Et vous avez monté une boîte avec 2 autres cofondateurs dans le domaine des auxiliaires de vie, c'est-à-dire des personnes qui s'occupent des aidants pour les personnes âgées. On a créé À l'Envie, et chez À l'Envie, on accompagne les personnes âgées à leur domicile. Ce sont des personnes qui sont en perte d'autonomie, c'est-à-dire qui ne peuvent plus vieillir seules à leur domicile. Donc on les accompagne dans leurs actes de la vie quotidienne, comme s'habiller, faire une toilette ou prendre un repas ou autre. Qu'est-ce qu'elle est différente de cette entreprise ? Le point de départ de l'entreprise, c'est la valorisation du métier d'auxiliaire, en fait. Parce que c'est un métier, alors c'est le métier qui va créer le plus d'emplois en France dans les prochaines années. Et quand on a créé À l'Envie, on s'est aperçu assez rapidement que ce métier était pas du tout assez valorisé. On a interrogé pour ce faire d'ailleurs une trentaine d'auxiliaires avant de commencer d'exercer. Et ces 30 auxiliaires nous ont dit moi j'adore mon métier, j'adore m'occuper de personnes âgées, mais aujourd'hui je me reconnais plus dans le métier que je suis en train de faire parce qu'on n'est plus du tout centré sur l'humain. Alors que notre métier, c'est de l'humain. Et qu'est-ce que vous avez inventé comme concept pour gérer ce manque d'humanité dans ce métier ? Nous, en fait, on part du principe que les auxiliaires, à partir du moment où elles sont seules au domicile d'une personne âgée, elles ont une responsabilité qui est très forte. Et donc, cette responsabilité, de fait, il faut leur permettre de l'exercer le plus sereinement possible. Donc, on a mis en place le cadre de travail le plus stable et le plus épanouissant pour ces personnes, justement pour qu'elles puissent exercer leur métier le plus sereinement possible. Donc, on a créé déjà un cadre de travail stable qui est, on propose un CDI à toutes les auxiliaires qui sont prises chez À l'Envie. On leur propose un temps plein et on leur propose une rémunération qui est à 12% au-dessus de la convention collective. Donc ça, c'est pour la partie stabilité. Pour la partie épanouissement, on va dire, et faire son métier dans les bonnes conditions, les auxiliaires de vie chez À l'Envie, les auxiliaires d'envie, hein, comme on les appelle, travaillent par équipe autonome. C'est-à-dire que donc elles travaillent par équipe de 6 ou 8 auxiliaires. Et il y a une grande majorité de leur temps de travail qui est dédiée à l'accompagnement de leurs bénéficiaires et également une partie de leur temps de travail qui est dédiée à tout ce qui permet à leur équipe de vivre, de se développer et de grandir. Donc elles font leur recrutement, elles s'intègrent entre elles, elles font leur planning, elles font leur prospection, etc. etc. D'accord, donc en fait, vous les payez plus, vous leur donnez plus d'aide. Comment est-ce que vous gagnez votre vie sur ce modèle économique ? Nous, on a un modèle économique qui est viable
dans la mesure où voilà, on a des bénéficiaires qui font appel à nous, on embauche des personnes qu'on place chez eux. Après, c'est vrai que du fait qu'on les paye mieux et qu'on consacre davantage d'heures à la vie de l'équipe, on a un modèle économique un petit peu différent avec une marge brute inférieure à la moyenne du secteur. Mais en fait, nous, on parie sur une structure de coût fixe qui est beaucoup moins importante que dans les structures traditionnelles, notamment grâce à des outils technologiques qui favorisent la collaboration et qui permettent de travailler plus efficacement. Ça fait quelques années que vous avez monté. Vous venez de lever des fonds, c'est que donc vous avez défendu un business model qui est viable. Qui est-ce qui rentre dans des fonds pour des auxiliaires de vie, enfin, une boîte qui fonctionne là-dessus? Alors, nous, c'était extrêmement important de faire monter à bord des personnes qui croient en notre modèle. Que nous, notre modèle, voilà, il a que 2 ans, hein, donc c'est un petit peu un pari quand même. Hein. On n'a pas toutes les réponses encore, mais voilà, on est très ambitieux pour le métier et il nous fallait des personnes qui partagent ces ambitions et donc qui mettent le côté social du projet au même niveau que le côté économique. On a montré, pendant les 2 premières années, on s'est autofinancé quasiment. C'est-à-dire que là, l'exercice 2016 et 2017, on les a terminés à l'équilibre. Donc en fait, on a montré que le modèle économique du business en tant que tel était viable, mais voilà, on s'est dit qu'évidemment, pour grandir et pour accélérer notre développement, il nous fallait davantage de moyens. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a fait cette levée de fonds. Et en termes d'acteurs, c'est des acteurs ESS ou est-ce que c'est d'autres maisons de retraite ou acteurs de la silver economy qui se sont intégrés à votre financement? Alors effectivement, au début, on a brassé assez large. On partait vraiment sans a priori. On se disait, voilà, on va présenter le projet à tout le monde et on va voir qui répond. Là, au final, on a levé 1 100 000 euros. On est super contents et on a un fonds d'investissement qui s'appelle FitTrust Partenaires, qui est notamment financé par le Fonds européen d'investissement qui a mis une bonne partie de cette somme. Et puis, on a également des business angels qui sont montés à bord. Et ce sont des business angels qui sont ou sensibles à notre secteur d'activité ou sensibles à notre mode d'organisation. En tout cas, qui croient en notre projet. Et est-ce que, à l'envie, c'est réplicable? C'est-à-dire que je ne vous parle pas tellement en termes national, mais en termes de... parce qu'il y a les auxiliaires de personnes âgées, mais est-ce que vous comptez multiplier ça pour les aidants, toutes les personnes qui aident au quotidien d'autres personnes? Alors là, pour l'instant, effectivement, on aide uniquement les personnes âgées et c'est déjà pas mal parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de personnes âgées en France. Après, effectivement, on pourrait envisager le même type d'organisation pour les personnes en situation de handicap ou pour aussi accompagner des enfants en bas âge. Après, nous, voilà, c'est vrai qu'on a choisi vraiment de se focuser sur les personnes âgées parce que c'est un sujet en tant que tel, c'est un vrai problème de société et il y a une urgence vraiment à accompagner les personnes âgées de manière digne à leur domicile, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en France. Donc, il y a urgence à s'emparer du sujet. Et c'est pour ça aussi qu'on est très militant aussi pour la place des personnes âgées dans la société, pour la place de la fragilité et de la vulnérabilité au sein de la société. Est-ce que vous coûtez plus cher que les autres services? Alors, non, on ne coûte pas forcément plus cher. La particularité de ce secteur, c'est qu'à la base, c'était un secteur qui était public, avec un tarif public. Et en fait, aujourd'hui, ce tarif public, presque plus personne ne peut le faire parce que le coût du travail étant ce qu'il est, les quelques structures associatives qui continuent à le faire, elles sont en déficit et elles sont pour la plupart reprises. Pour être plus concret, le tarif public est à 20 euros. Nos confrères... De l'heure, pardon, d'accord. Excusez-moi. Nos confrères peuvent pratiquer un tarif entre 23 et 26 euros de l'heure, ce qui occasionne un reste à charge pour le bénéficiaire. Donc, nous, la première année, c'était le tarif qu'on avait pratiqué pour un peu voir venir et pour voir à quelle sauce on allait être mangé d'un point de vue éco. Et en fait, on s'est aperçu d'une part qu'on avait un petit peu de marge et on s'est aperçu d'autre part qu'en pratiquant ce tarif, il y avait un reste à charge qui était trop important et il y avait beaucoup de personnes âgées qui ne pouvaient pas avoir recours à nos services. Du coup, on a choisi de créer un tarif solidaire qui permet de moduler le tarif en fonction des revenus de la personne. Et vous avez combien d'auxiliaires de vie qui travaillent pour vous? Alors aujourd'hui, on a 40 auxiliaires d'Envie qui travaillent chez Alenvie en région parisienne et on vient d'ouvrir une antenne à Lyon en juin dernier. Et en termes de permanents, vous êtes combien de salariés?
Alors là, justement, c'est là où ça a pas mal changé, du coup, cette année, parce qu'on s'est un peu staffé, justement, pour prévoir l'accélération du développement, et on est une 12aine au bureau. Donc, on a des personnes qui accompagnent les auxiliaires, on a des personnes qui sont en recrutement, on a une responsable marketing, on a 3 développeurs aussi qui développent les outils technologiques qu'on met en place. Et comment ça se passe, la concurrence avec les je sais pas comment on dit, des prestataires de services normaux? Des structures d'aide. Alors, en fait, il n'y a pas de concurrence dans ce métier. Il n'y a pas de concurrence parce que on a une explosion du nombre de personnes âgées. On a certains acteurs qui font ce métier pour des mauvaises raisons et qui vont probablement pas tenir. Et on a beaucoup d'acteurs qui font ce métier pour des bonnes raisons et avec lesquels on collabore volontiers parce qu'en fait, on fait un métier difficile, on fait un métier complexe, on fait un métier humain. Et du coup, plus on va collaborer ensemble et plus on va trouver ensemble des solutions et créer un modèle vertueux pour accompagner les personnes âgées. On a 2 millions de personnes âgées. Il y a un pourcentage de personnes qui ont besoin de soins? Il n'y a pas vraiment de pourcentage, mais ce qui est sûr, c'est pour que... essayer de calculer le champ des possibles. C'est qu'aujourd'hui, sur 2 millions de personnes âgées de plus de 75 ans, il y en a pas mal qui ont des troubles cognitifs. Des troubles cognitifs, donc c'est tout ce qui est maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées. Et donc ces personnes-là, c'est des personnes qui ont besoin d'aide et qui ont besoin d'un accompagnement. Donc il y a un marché, on peut dire, qui peut aller jusqu'à 2 millions de personnes. Et il y a combien d'auxiliaires de vie qui s'occupent d'une personne en moyenne? Une équipe de relier à une personne? Pour répondre à votre question, il y a aujourd'hui, de manière indirecte, il y a aujourd'hui 600 000 auxiliaires de vie en France. Voilà. D'accord. Et sur un marché, alors si on parle de marché, on n'a pas trop l'habitude, mais si on parle purement de marché, le marché aujourd'hui, il fait 12 milliards d'euros. Voilà, pour être très concret. Le marché est principalement occupé par du gré à gré, c'est-à-dire que vous employez directement une auxiliaire et un peu par des associations et un peu par des entreprises. Mais marché, c'est un vilain mot, mais j'en avais pas d'autres sous la main. En même temps, c'est un marché économique. En même temps, c'est un marché économique, exactement. C'est une très bonne transition. C'est quand même un sujet public. Enfin, c'est un sujet d'inquiétude nationale de qu'est-ce qu'on va faire de nos personnes âgées et comment on va les traiter. Est-ce que vous pensez qu'il faut changer les choses en France? Parce qu'il y a à l'envie, mais est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? Oui, il y a plein de choses à faire. En fait, le problème, c'est qu'en France, aujourd'hui, on a mal répondu aux enjeux de la dépendance. La dépendance, avant, c'était une histoire de famille, jusque dans les années 70. Après, on en a fait une question de société. C'est-à-dire qu'on a répondu, on s'est dit dans les années 70, voilà, il y a des milliers de personnes âgées qui sont dépendantes, il faut s'en occuper, il faut trouver une réponse très industrielle à ce besoin. Donc, de manière très industrielle, on a créé des maisons de retraite à la chaîne, on a créé des organisations d'aide à domicile, mais on y a mal répondu, puisque le facteur de production, si on fait cette analogie, c'est pas de la tôle comme pour les voitures, c'est de l'humain. Et on a créé, du coup, des emplois précaires. Aujourd'hui, on a 70% de temps partiel subi dans le secteur. Et ça, c'est directement issu de la réponse qu'on a apportée. On a mis autre chose, des gens dans des cases. Il y a plein de métiers différents qui existent. Il y a aide-soignante, auxiliaire, infirmière, etc., etc. Et on met des gens dans les cases en leur disant, voilà, toi, tu es dans cette case précise, tu ne prends pas d'initiative, tu fais exactement ce qu'on te dit de faire. Et en fait, le problème, c'est qu'on occulte là-dedans toute la dimension humaine de l'accompagnement, qui est pourtant essentiel, quels que soient les métiers. Et dernière chose, toujours sur ce constat, on a créé par-dessus ça des organisations, enfin une réglementation très complexe et des organisations qui sont très contrôlantes et très infantilisantes pour ces professionnels, du coup, qui sont frustrés. Et du coup, c'est vrai que pour rebondir sur votre question sur l'actualité et tout, on dit tout le temps, c'est un manque de moyens, Oui, c'est sûr que dans l'absolu, si on met de l'argent... peut-être que ça peut l'aimer, mais si on met de l'argent dans un système qui ne marche pas et qui génère de la casse sociale, je ne sais pas si fondamentalement ça va s'améliorer. Alors que si avec autant de moyens, on a un regard différent, on change de regard sur l'accompagnement. Donc, typiquement, ce qu'on fait, c'est que voilà, on dit aux auxiliaires, vous allez être autonomes, c'est-à-dire qu'on va vous confier la responsabilité de vos bénéficiaires parce que vous en êtes capables. Et ça, c'est duplicable, ce raisonnement, il est duplicable à domicile, il est duplicable
en établissement, bien sûr. Et ça fait aussi partie donc de votre modèle d'avoir une gouvernance double et de faire remonter les infos. Vous êtes une entreprise sociale. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'elle a de social ? Bon, à part votre cœur de métier, mais en termes de fonctionnement et de comment vous l'avez conçu à l'Envie. Alors, on est une entreprise sociale. D'une part, en fait, on s'est rendu compte qu'on était une entreprise sociale, mais on s'en est rendu compte après coup. C'est-à-dire qu'en fait, au début, nous, on a créé la boîte qu'on voulait créer. Ce qu'on voulait, c'était valoriser le métier d'auxiliaire et créer un tarif solidaire qui rende le service accessible à tous. Et en fait, elle est sociale aujourd'hui de fait parce que le pouvoir, il est partagé. C'est-à-dire que les auxiliaires ont leur propre mode de gouvernance dans les équipes et c'est elles qui décident de leurs décisions au quotidien. On a mis en place une gouvernance partagée avec un représentant de chaque équipe qui participe à un comité tous les 2 ou 3 mois pour justement prendre les grandes décisions qui concernent la boîte. Et après, nous, en termes d'information, de transparence et tout, nous, on donne tout à tout le monde. Enfin, on n'a pas de problème là-dessus. Après, alors, on est agréé ESUS, hein, donc ça veut dire qu'on a mis en place cette gouvernance partagée. On a le plafonnement des salaires de 1 à 7. Voilà, exactement. Après, aujourd'hui, comme on vient de lever des fonds, la boîte n'est pas rentable. Donc, on n'a pas de plan très, 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 très précis à court terme sur la redistribution de la richesse. Mais ce qui est sûr, c'est que le jour où on le sera, on le fera. Enfin, vous faites combien de chiffre d'affaires, là ? Alors, on va finir l'année, je pense, vers 800 000 euros. Donc, presque le montant de votre levée de fonds. Oui, on a levé 1,1 million. L'idée, après, effectivement, c'est dans les 3 prochaines années de tripler tous les ans le chiffre d'affaires. C'est un frein ou c'est un argument quand on veut lever des fonds d'être ESUS ? Bon, en fait, franchement, on est ESUS. On n'a pas voulu particulièrement être ESUS. C'est juste qu'être ESUS, pour nous, c'était un moyen de dire ce qu'on faisait. Donc, ça n'a pas été une question. On n'a jamais eu la question d'un investisseur. Des investisseurs, ils viennent chez nous, ils montent à bord parce qu'ils sont convaincus du projet. Être ESUS, c'est un moyen, voilà, c'est quelque chose qui permet aussi, parce qu'on travaille pas mal avec les collectivités locales. Donc, c'est intéressant, voilà, de montrer qu'on est agréé ESUS pour ça. Et vous êtes impliqué dans le MOVE ? Oui, tout à fait. Le syndicat des entrepreneurs sociaux. Est-ce qu'il y a d'autres prestataires de services en termes d'auxiliaires de vie qui sont agréés ESUS, ce qui est une sous-partie du MOVE qui est consacrée à ce type de commerce ou d'entreprise ? Oui, alors on a des confrères qui sont agréés ESUS, qui sont en MOVE. Logivitae, par exemple. Logivitae, c'est une structure parisienne. Ensuite, on a plein de confrères qui ne sont pas au MOVE, qui ne sont pas agréés ESUS et qui sont aussi sociaux que nous. D'accord, c'est pas forcément les gens qui sont labellisés ESUS respectent les critères, mais on n'est pas obligé d'être agréé ESUS pour faire des choses sociales. Exactement, évidemment. Et concernant le secteur de l'économie sociale et solidaire, plus globalement, donc vous êtes impliqué au MOVE, donc vous avez un regard sur ce secteur. Qu'est-ce qu'il faut pour le faire grandir, ce secteur ? Pour le faire grandir, il faut témoigner et il ne faut pas contraindre. Pour le faire grandir, il faut montrer que le fait de mettre en place des modèles socialement vertueux, ça crée de la richesse. Ça crée de la richesse économique et ça crée de la richesse sociale aussi. Et que ça permet de résoudre des problèmes de société. Nous, on a vraiment une chance immense quand on est entrepreneur comme ça. Parce qu'on a vraiment, on se rend compte qu'on a vraiment le pouvoir de changer les choses. Vraiment. Alors, on ne fera pas tout seul, c'est clair. Mais plus on va être convaincu de la nécessité de transformer un secteur ou de résoudre un problème, plus on va essayer d'être intelligent, de se mettre avec des confrères, de se mettre avec des parties prenantes du secteur pour collectivement créer un modèle qui soit vertueux pour toutes les parties prenantes. Et en termes de parties prenantes, vous avez parlé de collectivité. Ouais. Ça se passe bien avec les pouvoirs publics ? Oui, ça se passe très bien. Ça se passe très bien parce que des initiatives comme les nôtres reçoivent un accueil très favorable. Et
Et du coup, non, là, ce qui est bien, c'est on était encore au ministère de la Santé en début de semaine, dans le cadre de la consultation pour le plan grand âge lancée par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. L'idée, effectivement, c'est de se faire identifier, nous et d'autres acteurs qui ont ce type d'initiative, par le ministère de la Santé ou les parties prenantes. Alors, dans les parties prenantes, dans les collectivités, il y a des départements qui gèrent l'accompagnement des personnes âgées en France. Donc, il y a aussi auprès des départements qu'il faut se faire identifier. Est-ce que vous pensez que les ESUS doivent recevoir du mécénat? C'est la grande question clash du moment. Oui, enfin, je ne suis pas expert, hein, donc je ne vais pas être dogmatique du tout sur la question. Nous, c'est vrai qu'à partir du moment où on est là pour résoudre un problème de société et qu'on montre que la boîte, finalement, elle appartient... Elle nous appartient plus à un moment, parce que la boîte, elle doit être au service d'une mission. À partir du moment, alors je suis pas expert encore une fois, hein, des conditions qu'il faut remplir ou qu'il faudrait remplir. Alors est-ce que ça suffit d'être ESUS, ou est-ce qu'il faut d'autres critères en plus? Mais effectivement, il y a un moment où on devrait pouvoir bénéficier de mécénat ou autre. Ça peut être intéressant. Merci beaucoup, Thibaut. On va finir par des petites questions. Ouais. Auquel il faut répondre librement, sans contrainte, mais rapidement. Alors, l'homme ou la femme politique que vous aimeriez convaincre? Emmanuel Macron. La licorne que vous auriez aimé inventer? Aucune idée, désolé. Le patron du CAC 40 que vous pourriez être? Emmanuel Faber. La somme pour laquelle vous tairiez un scandale politique? La somme pour laquelle je tairais non, ça... Non. Merci beaucoup, Thibaut de Saint-Blancard. À bientôt. Merci beaucoup, Flavie. À bientôt.